Ah bah c'est pas trop tôt. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Ravi de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés financiers. On a pas mal de choses à se dire. C'est un contexte un petit peu particulier puisque on a de gros événements entre guillemets cette semaine. On attend demain à 19 h. Je vous rappelle qu'il y a un décalage d'une heure avec les États-Unis suite à notre basculement sur l'horaire d'hiver. Donc attention, l'ouverture du marché américain, c'est 14h30. À 21 h, clôture du marché américain. Donc tout est décalé d'une heure. C'est plutôt agréable c'est la période de l'année la plus agréable à trader pour les traders européens quand on trade les marchés américains. C'est plutôt sympa. On a fini notre journée à 21 h et on peut aller se goinfrer de séries débile. Voilà, c'est ma principale occupation quand je ne traite pas. Mais là, ce que l'on va attendre, c'est demain à 19 h. Donc, on a les résultats du FOMC, son communiqué de presse. Bon, il n'y aura pas de grande surprise sur les taux, mais ce qui va être vraiment lu, détaillé et puis après écouté, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell à 19h30. Donc, ce qu'envisagent à peu près tous les investisseurs, c'est qu'on va encore avoir une accélération de la fin du tapering et que la Fed risque de dire que si elle voit des signes inflationnistes forts, elle risque d'agir très rapidement parce que la situation sur l'inflation est assez importante. Le problème de l'inflation, si vous voulez, c'est un petit peu comme un poison. Donc, si on monte les taux de manière très lente pour essayer de contrer l'effet de l'inflation, et si l'inflation est assez virulente, rapide, ça n'a pas vraiment d'effet. Il faut mettre un petit coup de massue tout de suite. Faut prendre un antidouleur très rapide, très puissant pour pouvoir calmer l'inflation. Mais pas trop puissant parce que sinon ça peut complètement réduire même la possibilité de croissance. Donc Jérôme Powell et ses colistiers vont devoir être très rassurants pour les marchés. Ça pour l'instant ils réussissent à le faire sans aucun problème. Et puis agir avec vraiment beaucoup de finesse. Et c'est pour ça que c'est assez attendu cette réunion du FOMC, le communiqué, parce que ça va vraiment nous donner les perspectives quasiment pour jusqu'au mois de juin prochain. Ils vont avoir les perspectives sur 2022, mais on ne peut pas prévoir un an à l'avance réellement ce qui peut se passer. Mais si la situation continue à être la même, on aura une bonne idée de la vague d'augmentation des taux, s'ils vont nous faire par petites touches du type du 0,25 et puis un peu plus tard du 0,25, ou si carrément ça peut être 0,50, 0,75 et puis on est tranquille pour quelques mois. Donc ça c'est vraiment ce qui est attendu. Donc aujourd'hui, hier c'était une journée plutôt agréable à trader. Aujourd'hui on risque d'être vraiment dans l'attente du FOMC. Donc peut-être de la nervosité et certainement on va se retrouver bloqué dans un range en attendant que, sauf nouvelle qui peut nous tomber de manière très importante. Et on a deux autres annonces importantes cette semaine, c'est une semaine assez chargée. On a les annonces de la Banque d'Angleterre jeudi. Alors c'est intéressant parce que si la Banque d'Angleterre par exemple monte ses taux, c'est un petit peu ce que je vous disais il y a quelques semaines. Le premier qui tire, on a tendance à avoir un effet moutonnier de meute. Si la Banque d'Angleterre monte par exemple ses taux, c'est un signe supplémentaire pour la BCE, pour la banque américaine, que remonter leur taux est envisageable. Alors quand c'est un petit pays, on a déjà eu type Finlande ou Islande, ça n'a pas grande importance. Le Royaume-Uni, étant donné l'intégration qu'il a dans le système financier mondial,
C'est important. Donc jeudi, voilà, surveillez la Banque d'Angleterre, ce qu'elle pourra nous annoncer. Et puis on a le rapport mensuel de l'emploi américain vendredi. Et comme ça, on se sera fait une belle semaine avec trois belles statistiques. Mercredi FOMC, jeudi Banque d'Angleterre et vendredi le rapport mensuel sur l'emploi américain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça risque d'être une journée un petit peu chiffonneuse. Ne cherchez pas dans le dictionnaire ce que ça veut dire, je ne le sais à peine moi-même, mais je vois à peu près. C'est une journée chafouin. Même chose, ne le cherchez pas dans le dictionnaire forcément. Donc une journée, on va attendre un petit peu, il y en a qui vont avoir un petit peu peur, on va avoir des petites bougies un petit peu bizarres. Bref, pas vraiment une journée normale, une journée où il va falloir être très prudent, nous, en tant que des traders, en tout cas. Voilà, je vais passer. Bon, le contexte, on l'a globalement. Ça a un petit peu baissé en Asie. Bon, après le record sur l'indice Nikkei, c'est un petit peu normal. Ils ont perdu moins 0,46%. Bon, il n'y a rien de particulier à signaler sur ce qui s'est passé cette nuit en Asie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces, à m'encourager à continuer à me lever pour vous faire le Good Morning Trading. C'est dur en ce moment, mais bon, j'y arrive. Ça a été dur, hein. Mais on tape maintenant sur l'analyse technique. Alors, je voulais vous montrer les trades que j'ai passés hier. Alors, j'en ai passé sur le DAX 40. Je vous en parle parce que ça faisait maintenant quelques mois que je n'avais pas tradé le DAX 40 parce que je le trouvais vraiment mou. Je trouvais que c'était un indice qu'on ne pouvait plus vraiment scalper, ce qui m'empêchait pas de le regarder et tout. Et puis bon, j'ai eu hier, ça bougeait un petit peu plus que d'habitude. Alors c'est pas lié forcément au volume, c'est lié au décalage qu'il peut avoir, puisque sur futur vous pouvez avoir entre guillemets, les cours peuvent bouger sans qu'il y ait forcément d'ordre qui passe dans le carnet d'ordre, parce qu'on a des montées en mode automatique et des descentes en mode automatique sans forcément d'échange. Bon, ça, c'est les liquidity providers, etc., etc. Et là, pour une fois, je l'ai trouvé plutôt bien. Alors, c'est plus, pour ça que je vous en parle là, c'est plus du scalping comme on pouvait faire il y a 3 ans. Avec le DAX 30 à l'époque où il ressemblait beaucoup plus au Nasdaq, donc très très nerveux avec des retours brutaux et tout. Donc même si on était en mauvaise position, ça pouvait revenir dans notre sens, on pouvait limiter les dégâts et tout. C'était vraiment quelque chose, il y avait beaucoup de peps. Là maintenant c'est plus un indicateur, on essaie de prendre 1, 2, 3 positions dans la matinée au lieu d'en prendre 30, donc vous voyez un peu l'effet. C'est plus un indicateur comment on va dire, de semi-scalping, semi-day trading. Il est un petit peu entre les deux, mais bon, c'était plutôt agréable. Et le reste, j'ai fait tous mes autres trades sur le Nasdaq. Et c'est là où je voulais revenir dessus. J'étais pendant à peu près, j'ai dû trader 1h30 ou 2 heures sur le Nasdaq, de 14h30 à 16h30 à peu près. J'étais tellement en apnée sur le Nasdaq que j'ai pas vu du tout ce qui se passait sur le Dow Jones. Et pourtant, j'ai eu des alertes. Et donc là, il faut... j'ai une grosse marge d'amélioration pour essayer de prendre un peu plus de recul, parce que quand je suis en position sur une valeur, je reste scotché dessus. J'ai une sorte d'amnésie sur tout ce qui peut se passer sur d'autres marchés. C'est dommage parce que au final, même si ma journée s'est très bien passée, il y avait certainement beaucoup plus d'argent à aller chercher sur notre ami par rapport à ma technique de trade, sur notre ami le Dow Jones. Je vous montre, voilà, ce que j'ai raté sur le Dow Jones. J'étais à fond sur le Nasdaq, c'est ça. C'est le rebond sur les 15 008 et la remontée, pardon. Ça c'est sur le Nasdaq. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le Nasdaq. En fait, je me suis concentré sur des achats. Alors là, c'est une bougie 1 heure, on voit pas, mais on est descendu beaucoup plus bas. Sur des achats
pour aller rechercher les 15 850. Sur une bougie 1 heure, c'est assez net, mais sur la bougie 5 minutes, c'était extrêmement haché. Voilà, je vais mettre ça en plein écran. Et je vais revenir en arrière juste pour vous montrer. Voilà, la lutte. Donc, tous mes achats que j'ai faits sur le Nasdaq, ça a été, donc on ouvre le Nasdaq ici à 14h30, ça a été au contact de cette zone-là, de cette zone des 14 008, un petit peu en dessous. À chaque fois, j'essayais d'acheter pour essayer de revendre sur les 14 850 qui étaient ceux que j'avais en ligne de mire. Et en fait, j'ai lâché tous mes trades plutôt sur cette zone-là parce qu'on redescendait systématiquement. Et quand j'ai arrêté de trader à peu près un quart d'heure, 20 minutes après, il s'est mis effectivement à réaccélérer sur cette zone. Mais vous voyez, même en 5 minutes, en bougie Elkin Hachi, c'était pas si évident que cela. Bon, ce qui m'a convaincu que l'on allait remonter, c'est cette bougie rouge où on a été chercher légèrement sous les 15 008 et j'ai vu tout de suite le carnet d'ordre qui accélérait et on voyait vraiment qu'il voulait sauver ce niveau des 15 008. Donc à partir du moment où il y avait vraiment une pression, dès qu'on passait en dessous les 15 008, ça remontait très 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 vite. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui passaient à l'achat. Il n'y avait pas une énorme résistance sur les 15 008, parce qu'on faisait 15 008, 15 805, 810, ça redescendait un peu. Il y avait une bonne probabilité, en plus, vu le contexte, le Japon, etc., que l'on se remette à monter. Et c'est pour ça que j'ai surveillé mes bougies Elkin Hachi. Et puis la loi de Do, tout simplement, qui est d'une efficacité assez remarquable. Et là, on a vraiment la loi de Do qui se dessine petit à petit. Et c'était un scalping avec une analyse des traders. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous encourage vraiment à avoir un graphique en unité 5 minutes parce que ça nous donne à la fois des informations pour les scalpers et des informations pour les day traders. Je trouve ça vraiment extrêmement efficace. Puisqu'on est sur le Nasdaq, je vais continuer l'analyse sur le Nasdaq. Alors, il s'est mis à accélérer, il a été frôlé les 15 900. Tout va bien pour lui, il est propulsé par Tesla. Tesla a encore repris 7 ou 8% hier. Depuis qu'ils ont passé les 1000 milliards, Tesla, ça continue. Il y a un afflux. Alors, pourquoi sur Tesla ? Je vous en avais parlé il y a 15 jours, avant que Tesla s'envole de 25 il y a 15 jours. Oui, le cours a dû prendre 25% maintenant. Je vous en ai parlé qu'ils maîtrisaient parfaitement leur chaîne de production, notamment au niveau du software, donc ils peuvent récupérer à peu près n'importe quel semi-conducteur ou puce, ils peuvent réadapter ça en 3 semaines et relancer les chaînes de production, ce qu'ont pas les autres constructeurs qui sont bien embêtés parce que les carnets de commandes sont pleins mais ils n'arrivent pas à livrer leurs clients. C'est pas non plus une bonne image, le client peut hésiter et puis s'il y a un peu plus d'argent, la Tesla il va pas l'attendre 3 mois, donc il passera peut-être sur Tesla, ce sera peut-être l'occasion pour lui de réfléchir. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui fait la force de Tesla, c'est que déjà la Tesla est la voiture en Europe qui le dernier mois a été la plus vendue, la plus disponible aussi, mais bon, la plus vendue. Renault et compagnie ont eu leurs ventes qui ont chuté le mois dernier de 30% à peu près sur le marché européen. Tesla, ça a été le contraire. Donc on voit en fait le flux de consommateurs, on va dire, qui voulaient acheter une Renault, une BM, une Mercedes, qui ne pouvaient pas être livrés, basculer sur Tesla, c'était l'occasion. Et puis bon, j'ai pas surveillé, mais j'imagine qu'ils ont dû faire des remises particulières justement pour choper les clients, parce que ce qui est intéressant c'est un peu comme les banques, les gens ont tendance à être fidèles à leur marque de constructeur, à être fidèles à leur banque, alors qu'il n'y a aucune raison, mais voilà, comme moi j'étais fidèle à Intel pendant 20 ans et que je suis passé sur AMD, je suis très 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 content, et peut-être que dans 1 an ou 2 je ne serai plus fidèle à Apple, ça me paraît pas possible, et passer sur un autre constructeur de smartphone, pourquoi pas.
Mais là, c'était un petit peu l'occasion pour Tesla, quitte à baisser un petit peu ses prix, de récupérer des consommateurs avec un bon portefeuille et piquer des gens chez BM, chez Mercedes, etc., sur Audi, sur le haut de gamme. Et le troisième point, pourquoi l'action Tesla monte autant, et j'en aurais terminé de mon argumentaire, c'est que quand Tesla vend une voiture, ils ont de très belles marges dessus. Ils gagnent beaucoup plus d'argent que quand Renault vend une Scénic ou autre voiture. Donc il ne faut pas se fier entre guillemets au volume. Vous pouvez vendre 5 fois moins de voitures que votre concurrent, mais gagner beaucoup plus d'argent parce que vos marges sont beaucoup plus confortables. Et donc Tesla allie tout ça, une maîtrise technologique, un petit côté qui fait rêver, c'est un petit peu du high-tech, etc. Et ils ont de fortes marges dessus, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un effet mode, comme toujours, mais c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs préfèrent investir pour les 10, 15, 20 prochaines années sur Tesla que sur Renault. Et on imagine que Tesla a pas mal de choses en laboratoire. Ils sont très forts sur les voitures électriques, mais rien ne nous dit qu'ils ne vont pas nous sortir une voiture à hydrogène. Et ça pourrait péter le marché aussi. Donc ils ont du cash, ils sont endettés, mais ils ont beaucoup de cash qui est rentré. Ils peuvent prendre les meilleurs ingénieurs, ils peuvent nous sortir de très belles inventions. Et voilà, c'est pour ça que c'est la valeur qui écrase son secteur en ce moment. Ils réussissent à piquer les clients aux autres et ils sont technologiquement un petit peu dans le haut du panier. Je ne vais pas dire supérieur, je ne sais pas. Il y a les marques japonaises qui font de très 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 belles choses, mais voilà, c'est pour ça ce qui explique cette envolée, ce qui explique aussi que le Nasdaq, il va plutôt bien, parce que quand vous avez de grosses capitalisations comme ça qui se prennent 8% dans la journée, vous pouvez avoir 50-70 valeurs dans le rouge sur votre indice, il va se stabiliser, voire monter. Donc d'autant plus maintenant, regardez bien les 5-6 valeurs qui font en fait le jour et la nuit sur le Nasdaq. Vous faites un petit screener et vous les regardez. Quand vous voyez qu'elles sont toutes dans le vert, c'est pas bête d'acheter le Nasdaq futur à ce moment-là. C'est que vraiment c'est porté de manière extrêmement forte. Et merci Tesla de propulser en ce moment le Nasdaq sur des sommets historiques. Alors, jusqu'où on peut aller là, personnellement, je fais aucun pronostic je verrai après la Fed. Donc là, je vais plutôt être en mode hyper attente. Je sais même pas si je vais passer beaucoup de trades aujourd'hui. Les trades que j'ai fait hier me satisfont très bien. Donc pas de risque aujourd'hui, je vais vraiment attendre qu'on aille taper un gros support, un support semestre ou un support mensuel et voir la réaction dessus. Je vais même pas utiliser les journaliers, donc c'est vous dire vraiment attendre le beau trade parce que ça risque d'être une journée un petit peu bizarre à mon avis. On va passer sur les valeurs européennes. Donc le CAC 40 se porte très bien, toujours sur les plus hauts, au contact des 6900, légèrement dépassé même en cours de séance. Là, on a un petit repli sur toutes les valeurs avec ce qu'ils ont monté, ça paraît un petit peu normal. On va voir le Russell par contre 2000 qui lui a été totalement dingue. Sur les sommets, moi je dis journée prudente, donc un retour sur les 6850 serait intéressant, et les 6840, cette zone-là, si on a un repli, me paraît intéressante pour voir si on n'a pas une dizaine de points à récupérer en pur scalp. Mais sinon, je ne vois pas comment on peut acheter ou éventuellement vendre, ça peut se justifier, mais acheter à 24 heures du FOMC de sa décision, c'est un petit peu cow-boy. Sur le DAX 40, alors le DAX 40, ce qui était chouette,
assez facile hier, on a eu l'accélération. Donc j'ai pris de l'accélération et en fait je suis rentré quand le plus haut du mois précédent a été breaké. J'ai suivi le break et il a fait il a monté non-stop. Donc c'était dans ce que je vous avais dit sur le Good Morning Trading d'hier. Je vous avais dit que le seul indice européen qui n'avait pas breaké, c'était le DAX. Donc je surveillais s'il breakait. Donc c'est ce que j'ai fait. Il s'est mis à breaker pour rattraper un petit peu ses petits camarades, ce que je vous expliquais hier. Et donc je suis rentré. C'est là où j'ai fait mes points sur le DAX. Et ensuite, c'est devenu un range très très simple entre le plus haut du mois précédent et sa résistance 1-2 de la semaine. Alors la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'ils se mettent à ranger toute la journée, en tout cas jusqu'à 14h30, jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Et ensuite, essayer de suivre un petit peu les US. Mais là, pour moi, on a un range assez caractérisé. On va dire, aller en point haut, 15 850, en point bas, 15 750. On le resserre un peu ce range, on va avoir point bas 15 775 et point haut 15 825. Donc on a 50 points sur un indice qui en vaut plus de 15 000. Donc on risque de ranger à mon avis sur du 0,25, 0,30, 0,35% toute la journée. Donc pas super intéressant à trader à mon avis. Et puis si on casse les 15 750, on le voit bien, on peut avoir une aspiration sur le point pivot de la semaine, 15 650, ça c'est tout à fait jouable, cherchable, mais à mon avis ce sera après les décisions de la Fed, si on a une vague baissière, si la Fed inquiète, si la Fed dit le tapering, on accélère et puis on va être très ferme sur la remontée des taux. Ça peut faire un petit peu peur au marché et avoir une petite vague baissière qui a priori devrait au moins s'arrêter et avoir de quoi nourrir les scalpers sur le point pivot de la semaine. L'Eurostock 50, même chose, là on voit vraiment le range qui se constitue, on va dire 4250 en point bas et 4285, 90 en point haut, même constat, j'ai peur que ça se mette à ranger toute la journée en attendant la libération 19h demain. Je m'intéresse au Russell 2000 qui nous a fait record historique très net sur le Russell 2000. D'ailleurs dans la nuit il a reconfirmé. Alors lui il s'est mis à accélérer et il ne s'est pas arrêté. Il a pris quand tous les indices étaient entre plus 0,15 plus 0,20, lui il était à plus 1,80. Il a pris 2% en ligne droite. Assez surprenant, d'autant plus à 48 heures du FOMC. J'ai pas d'explication à vous donner, à part qu'il y en a qui ont beaucoup de cash et qui se sont mis à le dispatcher sur à peu près toutes les valeurs du Russell 2000. Alors est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre qu'il y a une anticipation, que même sur des niveaux historiques, ça peut aller beaucoup plus haut, parce qu'on n'a vraiment pas hésité. Il y a eu du volume et c'est rentré. Est-ce que c'est la répartition des risques aussi, en disant on a des super grosses valeurs comme Tesla qui a 1000 milliards, etc. Finalement le potentiel va être un petit peu plus limité et puis on prend les seconds couteaux, on va dire les quatrièmes couteaux du Russell 2000, on arrose sur 200 valeurs et en se disant que sur les 200 valeurs, on va en avoir 8 ou 9 qui vont exploser et ça sera suffisant pour faire une belle fin d'année ou être bien positionné pour le début 2022 pour les gérants. Je sais pas, c'est vraiment, j'ai pas d'explication autre que cela et j'ai honnêteté de vous dire que la force de cette argumentation me paraît, j'en suis pas non plus particulièrement convaincu. Je sais pas, mais en tout cas à surveiller, ça montre que y a du cash sur le marché et qu'ils se mettent à acheter. Voilà, peut-être une rotation. Toutes les grosses valeurs sont vraiment commencent à être beaucoup trop hautes et voilà, ils achètent les 3e, 4e couteaux. Ça paraît très logique, mais voilà, c'est ma construction intellectuelle. Je ne sais pas si elle a une valeur extrêmement forte dans ce cas-là. Le S&P 500, lui aussi très net
il est sur un range et lui il se stabilise sur le plus haut, sur son plus haut, sur les 4600. On le voit là, il se stabilise sur les 4600, il n'est pas sur ses records, historiques, hein, puisque on était sur ses records historiques. Il l'a fait hier à 4618 et demi. Là, on est sur les 4602. Il y a peut-être une probabilité qu'il passe sa journée, comme il a commencé à le faire là, à tricoter, à essayer de rester au contact des 4600 en attendant le FOMC demain. Ce serait un signal fort quand même s'il réussit à préserver ces 4600 avant le FOMC. Généralement, avant le FOMC, les gérants ont plutôt tendance à ou encaisser des bénéfices ou alléger des positions par prudence. Donc si notre ami, le S&P 500, lui, se maintient sur les 4600, ça veut dire qu'on est quand même sur un bon courant ascendant d'air chaud type rallye. On le voit ici hein, sur les bougies journalières. On en a... Ça fait 3 semaines non-stop qu'on monte en ligne droite et qu'on défonce tout. Et ce sont des bougies qui sont quasiment parfaites en Elkin-Hachi en plus. Pas de signaux d'invalidation. Le 27 octobre, c'est un tout petit peu hésité. Puis après, c'est reparti. C'est bloqué pour le moment par le niveau symbolique des 4600. C'est clair que c'est quelque chose qui est assez difficile à franchir sans des bonnes nouvelles. Mais ils ont l'air de pricer le fait que Jérôme Powell et le FOMC risquent d'être finalement positifs. Voilà, alors ne partez pas dans la logique, il y a des fuites et tout ça. Non, il n'y a pas de fuite aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, c'est extrêmement surveillé. Et il y en a quelques-uns qui ont fuité, ils sont encore en prison fédérale pour les 110, 120 prochaines années. Donc voilà, ça ne rigole pas du tout aux États-Unis. La SEC, elle a les moyens d'investir digne de l'agence NSA. Donc non, il n'y a pas de... Malgré tous les fantasmes, il n'y a certainement pas du tout de fuite. Voilà, mais c'est un climat qui est haussier quoi qu'il arrive, intéressant à vivre, difficile à trader quand même parce que sur les plus hauts c'est un peu compliqué. Donc vous voyez hein, ma technique est très simple. J'attends un repli sous un support un petit peu symbolique et puis si je vois qu'on repasse au-dessus, bah je rentre. C'est ce que j'ai fait hier sur le DAX qui était en retard par rapport aux autres indices européens. Il n'avait pas breaké et quand je l'ai vu breaker, bah, je me suis mis dans l'aspiration et c'était bien. Et quand il y a eu le petit repli sur le Nasdaq hier, en dessous au contact des 15 800, bah, voilà, je me suis mis dans des petits achats opportunistes pour faire mes points et il est retourné sur 15 825, 15 850 et là il a quasiment au contact des 15 009. Donc voilà, c'est pas du trading de haute intensité, mais c'est du trading que on essaye d'être régulier, c'est surtout ça. Même sur des journées qui sont un peu compliquées, la règle numéro 1, c'est de ne pas perdre d'argent, donc de ne pas prendre de risques. Et si hier vous n'avez pris aucun trade, eh ben je vous félicite, c'est que vous avez été sérieux. Voilà. Et ne pas prendre de trade, c'est un acte de trading positif. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est pas je suis dans le manque, je veux rentrer, il y en a qui se gavent et pas moi, et je veux absolument être dans le game, entre guillemets. Non, ne pas trader, c'est un acte stratégique. C'est prendre du recul et se dire ce n'est pas le moment. J'aurai dans la semaine de meilleurs moments pour gagner beaucoup plus d'argent sans aucun risque. Voilà, je vous rappelle par exemple sur la semaine dernière, je vous ai parlé toute la semaine que les 15 500 m'intéressaient pour un rebond. Et ben toute la semaine sur le DAX on s'est mis à baisser. Bah, c'était de la patience, j'ai vraiment ça en tête. Et on a été chercher les 15 482 le vendredi sur la bougie de 12h à 13h. Et ensuite on a eu un super rebond violent. Donc voilà, ça c'est
Ça, c'est ma seule satisfaction de la semaine dernière. C'est la seule chose dont je me souviens. C'est d'avoir eu la patience d'avoir attendu 5 jours sur le DAX pour rentrer sur le niveau que j'avais défini une semaine le week-end d'avant en me disant ça, c'est le niveau en or. Et ben on l'a atteint et j'étais content. Voilà. Et tous les autres trades, j'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire la semaine dernière, tout comme là, les trades très précis que j'ai fait hier. Un petit peu sur le Nasdaq, oui, je m'en rappelle, mais par exemple sur le DAX, à part que j'ai pris le break, je m'en rappelle pas particulièrement. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va se quitter. Je vous invite à vous abonner, à mettre des petits pouces, c'est super sympa. Vous êtes plus de 365 en simultané, il y a 217 pouces. Voilà, donc allez, on va essayer de monter à 240, ce serait super cool. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading. Et demain, on est mercredi, oui. Et vous aurez une petite vidéo bourse tous les jours. Alors, ce sera des petites vidéos très courtes que je balancerai de manière aléatoire. Je vais les tourner le soir. Ce sera 5-10 minutes, pas plus, sur un indice, sur un petit truc que j'aurais repéré. Voilà, c'est une succession de petites vidéos, ça en intéressera certains, d'autres non, et puis le lendemain, il y en aura une qui va les intéresser un peu plus. Voilà, ça va être des petites choses. Voilà, le jour où j'aurai envie de parler de mon indice fétiche, j'en parlerai. Le jour où j'aurai envie de parler d'un indicateur que j'adore et que personne ne connaît ou très peu, les boîtes de Darvas, eh ben, je vous en parlerai. Mais ce sera un format vraiment très court. Je vais essayer en tout cas, très punchy, et 5-10 minutes max. Et voilà, une petite touche. Là, on sera dans le pur trading, pas dans l'analyse, vraiment dans le côté les mains dans le cambouis, quoi. C'est voilà, le côté technicien, c'est ce qui m'intéresse au final le plus. Voilà, j'adore démonter les ordinateurs, donc j'ai ce côté un petit peu technicien. Et là, ce sera sur le trading. Voilà, je ne te montrerai pas mon ordinateur en direct non plus quand même. Sur ce, portez-vous bien, soyez prudents, ne faites pas de trade s'il n'y a pas de trade à prendre. On a tout notre temps. Journée spéciale, certainement. On va attendre tous religieusement 19h le FOMC et 19h30 notre oracle de la PT qui nous parlera, Monsieur Jérôme Powell, à partir de 19h30 et qui nous ouvrira des perspectives sur les prochains mois et l'avenir. C'est pour ça que je parle de PT. Et surtout, la PT en Grèce archaïque était extrêmement écoutée. Et sûrement l'homme ou la fonction qui est la plus écoutée au niveau mondial pour l'économie, c'est le président de la Fed. Donc voilà, c'est notre PT à nous.